Faut pas qu'on vienne ici vous voir de nuit, des petites réunions par ici, des petites réunions par là. Moi. Il n'y a pas de moi. Le moi, c'est Bongo. Qu'en est-il d'Omar Bongo, qui doit faire face lui aussi à de violentes émeutes populaires? On entend parfois, maintenant, à Libreville, demander votre démission. Ah bon? Mais vous me l'apprenez? Nous, journalistes, nous l'avons constaté. Ah bon? Mais moi, je n'ai rien constaté. Pourquoi c'est vous qui l'avez appris et moi non? Je ne suis pas venu par un coup d'État. Je ne peux partir que le jour où il y aura une élection, si les Gabonais ne me font plus confiance. Eh bien, je m'en irai. Mais ce que vous dites, moi, je ne suis pas au courant. À ce propos, on a Je suis prêt de vous dire et tout, mais on veut demander ma démission. Vous avez vu qui? Pas de gens particuliers, mais des gens dans la rue, monsieur Les le rumeurs Président. de la rue, vous savez, si j'ai déjà dit devant une caméra, monsieur le Président. J'ai dit dans ces pays que je ne ferai ni un gouvernement, ni une administration de la rumeur publique. Alors. Est-ce que vous laisserez un jour, monsieur le Président, s'exprimer une véritable opposition? Pardon? Est-ce qu'une véritable opposition pourra un jour s'exprimer au Gabon? En 1990, Omar Bongo comprend que quelque chose est en train de lui échapper. Depuis plus de 20 ans, il tient le Gabon d'une main ferme. Le parti unique domine tout. L'opposition existe à peine. La guerre froide touche à sa fin. Les régimes à parti unique vacillent un peu partout en Afrique francophone. Et la France, qui a longtemps soutenu ce type de régime, commence à faire passer un autre message. Omar Bongo comprend alors que s'il refuse toute ouverture, il peut tomber. Mais s'il accepte d'ouvrir juste assez, il peut peut-être survivre. Et c'est là que son cas devient fascinant. Parce qu'Omar Bongo ne devient pas soudainement un démocrate. Il ne se réveille pas un matin en se disant que le multipartisme est une grande idée. Non. Il comprend simplement que le temps politique a changé, a évolué. Et comme tout homme de pouvoir expérimenté, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il s'adapte. La vraie question est donc la suivante. Comment Omar Bongo a-t-il vécu les conférences nationales et le discours de la Baule? Et surtout, comment a-t-il réussi à céder sur le multipartisme sans perdre le pouvoir? Bienvenue sur Horizon Africain. Ça fait longtemps, pas mal de changements de mon côté, mais on est de retour. Aujourd'hui, on parle de Omar Bongo, président du Gabon, du multipartisme et d'une leçon politique. Parfois, un régime ne survit pas parce qu'il refuse de changer, mais parce qu'il change juste assez pour ne pas disparaître. La vidéo sur Omar Bongo, sur Horizon Africain, c'est parti. Avant 1990, le Gabon d'Omar Bongo repose sur un système très fermé. En théorie, il y a un parti dominant, le PDG, le Parti démocratique gabonais. Mais dans la réalité, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est la colonne vertébrale du régime. C'est le passage obligé pour exister, pour avancer, pour obtenir un poste, pour faire carrière au Gabon. Quand Omar Bongo arrive le 2 décembre 1967 au pouvoir, après le décès de Léamba, il n'a que 32 ans. Très vite, il comprend comment fonctionne le pouvoir. Au Gabon, l'État, le parti et la présidence se rapprochent jusqu'à presque se confondre. Peu à peu, le pluralisme disparaît. En 1968, le parti unique s'impose autour du PDG. À partir de là, le message est clair. Si tu veux exister politiquement, tu passes par le système. Si tu veux monter, tu composes avec lui. Si tu veux avoir une place, tu restes dans le cercle. Mais ce type de régime ne tient pas seulement par la répression. Il tient aussi par la distribution. Le Gabon, c'est un petit pays, mais il dispose d'une rente pétrolière importante. Et cette rente pétrolière permet au pouvoir de financer les loyautés, de récompenser les fidèles, d'acheter du calme et de neutraliser les opposants. Pendant longtemps, ça fonctionne. Bongo ne gouverne pas seulement par la peur. Il gouverne aussi par les réseaux, les nominations, les faveurs, les équilibres régionaux et l'argent du pétrole. Mais à la fin des années 80, le système commence par s'user. Les revenus baissent. Le FMI critique la gestion économique. Les tensions sociales montent, les étudiants contestent, les enseignants se mobilisent. Le personnel hospitalier exprime son malaise. Le pouvoir ne s'effondre pas encore. Mais il perd quelque chose de plus dangereux que l'autorité. Il perd son image d'invincibilité. Et pour Omar Bongo, c'est un signal. C'est la ligne rouge. Parce qu'un régime autoritaire peut survivre à la critique, mais il survit beaucoup moins quand les gens commencent à croire qu'il peut tomber. Au début de l'année 1990, le Gabon entre dans une zone de turbulence. Ça bouge dans la rue. L'université devient un foyer de contestation. Les grèves se multiplient. La colère sort de partout et Omar Bongo comprend que les anciennes méthodes ne suffisent plus. Pendant des années, il a pu s'appuyer sur le parti unique, la rente, les réseaux et l'appui français. Mais cette fois, le vieux mélange ne calme plus le pays. Au départ, Bongo ne veut pas ouvrir le jeu. Moi, je vous dis et je vous le confirme. Le multipartisme au Gabon, zéro.
Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Il faut éviter de raconter cette histoire comme celle d'un dirigeant qui aurait soudainement choisi la démocratie par conviction. Au contraire, ce n'est pas ce qui se passe. Encore au début 1990, il défend l'idée que le parti unique doit continuer. Mais plus la contestation grandit, plus le coût du refus devient élevé. Et à ce moment-là, Bongo recule. Pas par générosité politique, par instinct de survie. Ce recul prend une forme précise, la conférence nationale. De la nation et de la paix entre les Gabonais, le président Bongo convoque une conférence nationale à laquelle participent toutes les forces vives du pays avec pour objectif le multipartisme dans l'unité et la paix. Dans une allocution forte que l'histoire retiendra dans ses annales, le président Bongo s'adressait ainsi à ses frères gabonais. J'ai toujours dit qu'aucune ethnie, aucune province, aucun département n'est supérieur à un autre. Et c'est justement, comme je venais de le dire, si je tiens à ce que nous nous rassemblons pour préparer demain la séparation dans l'ordre. Lorsque chacun fera son parti, que je voudrais. Croyez-moi au nom de ce qui nous caractérise, la dignité, l'honnêteté, je pense que vous saurez faire œuvre utile. Il faut que le Gabon soit un pays qui, de par sa maturité politique, et par les composants de son pays, aura ouvert la voie royale à toutes les démocraties. Nous avons par le passé vécu des périodes difficiles. Et c'est pourquoi, pour éviter un retour à ce que nous avons vécu il y a quelques années, que je vous invite tous à vous ressembler, sans oublier, comme je l'ai dit, la sensibilité politique de chacun d'entre vous. Pour ma part, croyez-moi, je n'ai jamais, comme on dû le dire ici et là, trompé le peuple gabonais. J'ai pris personnellement, sans contrainte, la décision de proposer un ensemble politique pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions évoluer dans l'unité, pour que nous puissions demain faire un gouvernement, des institutions où tous les courants politiques seront représentés. Le contraire nous fera ramener à ceux qui ont peut-être eu la chance il y a quelques années de participer à la vie politique de ces pays. Et c'est justement pour cela que je voudrais qu'au cours de ces débats, que la discipline, le calme, le respect d'autrui soient les leitmotifs de votre conférence. Pas d'attaque personnelle, pas d'injures, pas de critiques stériles. Autrement dit, du passé, faisons table rase. Il nous faut repartir sur de nouvelles bases. Je pense donc vous dire que c'est en toute honnêteté que je verrai que l'équité, que la justice soient de mise au sein de tout le courant. Mes chers compatriotes, j'ai dit aussi que nous devons tout faire pour éviter les désordres. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ceux qui ont fait confiance à notre pays, qui vivent dans la crainte. Regardez ces mères, ces enfants qui ne savent même plus que faire. Parce que nous avons voulu lancer des tracts. Ce n'est pas avec des tracts comme je l'ai dit. Ce n'est pas avec la rumeur publique que nous allons bâtir le Gabon nouveau. Mais c'est ensemble, la main dans la main, que nous bâtirons ce pays qui
qui est nôtre. La conférence nationale, ce n'est pas une spécificité gabonaise, il y en a eu plusieurs dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, francophones notamment, et aussi en Afrique centrale. Au Gabon, elle s'ouvre le 27 mars 1990. Ce n'est pas un simple débat, c'est un moment de rupture. Dans plusieurs pays africains, les conférences nationales deviennent des lieux où l'on attaque le parti unique, où l'on réclame des libertés individuelles, où l'on demande une nouvelle constitution, où l'on remet en cause la confiscation du pouvoir pendant des années. Le Gabon n'y échappera pas. Lors des conférences nationales, de nombreux partis et de nombreuses parties prenantes appelleront au multipartisme. Mais là encore, il faut regarder de près. Le système s'ouvre, mais le chef reste, le chef demeure. La conférence met en cause le parti unique, mais elle ne renverse pas Omar Bongo. Elle élargit le jeu politique, mais ne déplace pas immédiatement le centre du pouvoir. Et c'est là que Bongo montre toute sa logique. Il accepte une concession réelle, mais il empêche cette concession de devenir une destitution. Il cède sur la règle, il garde le fauteuil. Et politiquement, c'est extrêmement habile. Parce qu'il a compris quelque chose avant beaucoup d'autres. Le vrai enjeu n'est pas seulement de refuser le changement. Le vrai enjeu, c'est de contrôler le changement. En juin 1990, François Mitterrand prononce à la Baule un discours qui va marquer toute une génération de dirigeants africains. Sont là, pas exclusivement francophones d'ailleurs, 22 chefs d'État au total, avec seulement 2 grands absents, le vieux Oufouette de Côte d'Ivoire et le féroce Mobutu du Zaïre. Mais une surprise de taille attend les 22 chefs d'État africains et les 11 chefs de délégation qui débarquent en cette fin de printemps 1990 sur la côte atlantique française. Au menu, démocratie et développement. Devant des chefs d'État médusés, il utilise des termes jamais employés jusque-là. Une véritable leçon de démocratie. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le schéma. Cette ode à la démocratie est vécue par de nombreux dirigeants présents à cette rencontre, souvent au pouvoir depuis les indépendances, comme une insulte, comme de l'ingérence. Certains, comme Moussa Traoré du Mali, le vivent comme une infantilisation des chefs d'État présents. Il faut parler de démocratie. La démocratie, c'est un principe universel qui vient d'apparaître soudain au peuple de l'Europe centrale et orientale, comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, tout a été bouleversé. Les peuples dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Le président François Mitterrand ajoute même qu'il conditionnera désormais même l'aide de la France à ceux qui auront mis en pratique ses valeurs. Une bombe dans le jardin des dirigeants du continent noir qui, bien que contrariés, ne réagissent que très timidement. Omar Bongo est serein. Le message est clair. L'aide française sera davantage liée aux efforts faits en direction des libertés et de la démocratisation. Les régimes autoritaires savent désormais qu'ils ne peuvent plus compter sur le même soutien automatique qu'avant. Mais il faut être précis. La conférence nationale gabonaise commence avant la Baule. Donc non, la Baule n'a pas à elle seule forcé Omar Bongo à accepter le multipartisme. La pression vient d'abord de l'intérieur. Les étudiants, les grèves, la crise sociale, le malaise économique, l'opposition qui sort du silence. En revanche, la Baule change le climat général. Le message envoyé aux chefs d'État africains proches de Paris est limpide. L'époque du parti unique protégé sans condition est en train de se terminer. Pendant la guerre froide, un régime stable, pro-français et anticommuniste pouvait durer très longtemps. Après 1989, le monde change. Il faut au moins parler de pluralisme. Il faut aussi afficher des réformes. Il faut montrer une ouverture. La légitimité internationale n'est plus la même que durant la guerre froide. Et cela, Omar Bongo le comprend immédiatement. Il sait lire et interpréter les rapports de force. Il comprend que l'ancien langage du pouvoir ne suffit plus. Il ne faut donc pas dire que la Baule crée le multipartisme au Gabon. Il faut dire que la Baule confirme à Bongo que l'ouverture contrôlée devient moins risquée que l'entêtement autoritaire. Et pour un homme comme lui, cette nuance change tout. À ce moment-là, on peut lire Omar Bongo avec Machiavel en tête. Machiavel ne dit pas seulement qu'il faut être dur pour garder le pouvoir. Il dit surtout qu'un prince doit savoir lire le temps. Il doit comprendre quand les circonstances ont changé. Il doit parfois abandonner une partie de l'ancien ordre pour sauver l'essentiel. C'est exactement ce que fait Bongo en 1990. Il comprend que défendre le parti unique jusqu'au bout peut provoquer une chute brutale. Alors il choisit une autre voie,
il laisse mourir le monopole officiel du PDG. Mais il sauve la présidence, il sauve ses réseaux, il sauve l'appareil d'État, il sauve les leviers économiques dont il dispose. Il sauve sa position d'arbitre central. Sur le papier, il ne contrôle plus tout comme avant, il fait des concessions, mais dans les faits, il reste au cœur du système. Et c'est là sa vraie force. Il comprend qu'au début des années 90, le pouvoir n'est plus forcément d'interdire l'opposition. Le vrai pouvoir, c'est d'organiser dans un cadre que qu'on continue de dominer. C'est beaucoup plus subtil. Interdire l'opposition, c'est simple, mais cela peut provoquer une explosion. Autoriser plusieurs partis tout en gardant les institutions, les ressources, les réseaux et les règles du jeu, c'est une autre histoire. Bongo ne ferme plus complètement le système, il l'ouvre, mais il garde la clé. À ce stade, on pourrait croire que le Gabon va basculer dans une vraie démocratie compétitive, ouverte, spoiler alerte. Mais non, Omar Bongo ne joue pas à ce jeu-là. Il va fixer ses règles. Il accepte le pluralisme, mais pas l'alternance réelle. Il accepte que d'autres partis existent, mais il refuse de perdre le centre du pouvoir. Et la différence est essentielle. Le multipartisme, c'est l'existence de plusieurs partis. L'alternance, c'est la possibilité réelle qu'un autre camp arrive au pouvoir par les urnes. Au Gabon, après 1990, il y a bien le multipartisme, mais l'alternance, elle, reste bloquée. Bongo utilise plusieurs méthodes. Il négocie, il intègre certaines figures de l'opposition. Il la fragmente, il adapte et attire des oppositions dans le système. Il transforme une partie de ses ennemis en partenaires. Il ne se contente pas de résister, il l'absorbe, il divise, il redistribue. Il réécrit l'ouverture à son avantage. C'est là qu'on comprend la profondeur du système Bongo, du système PDG. Il ne repose pas seulement sur un homme, il repose sur une capacité à intégrer les menaces. Quand une opposition devient trop forte, on peut la réprimer, mais on peut aussi la coopter. Et la cooptation est souvent la plus efficace. On donne un poste, une place, une reconnaissance, un accès aux ressources. Et parfois, la menace se calme. C'est une méthode classique des régimes qui savent durer. Beaucoup de régimes dits autoritaires tombent parce qu'ils refusent toute adaptation. Bongo, lui, survit parce qu'il adapte la forme du régime avant que la rue ne lui impose une rupture brutale. Il ne cherche pas à préserver le parti unique à tout prix. Il cherche à préserver le pouvoir, et ce n'est pas la même chose. Mais ce ne fut pas simple du tout pour Bongo de conserver son pouvoir. Il y a eu des embûches. En mai 1990, Joseph Renjambe, une figure de l'opposition gabonaise, est retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Et cette mort met le feu aux poudres. Des émeutes éclatent. La colère monte à Libreville et surtout à Port-Gentil, une ville pétrolière stratégique. Et là, le danger change de niveau. Parce qu'à partir du moment où la contestation touche un centre économique aussi important, le pouvoir comprend que la crise n'est plus seulement politique, elle devient aussi économique et sécuritaire. Elle peut toucher le cœur du système. Omar Bongo le sait, et à partir de là, il peut jouer une autre carte. Il peut se présenter non plus seulement comme l'ancien patron du parti unique, mais comme l'homme qui empêche le chaos. Et ça dans un pays travaillé par des tensions sociales et par une région marquée par les coups d'État et les guerres civiles, ça compte énormément. Le pouvoir peut changer de discours. Il ne dit plus seulement « je suis le chef ». Il peut dire aussi « sans moi, le pays peut basculer ». Et dans un moment de crise, cette idée est très puissante. Parce que la peur du désordre peut devenir une ressource politique. Que ce soit à destination des populations à l'intérieur du pays, mais aussi pour les partenaires internationaux qui n'ont aucun intérêt à ce que le Gabon soit déstabilisé par de telles manifestations. Au fond, Omar Bongo comprend trois choses. D'abord, il comprend que le parti unique est devenu trop coûteux à défendre. Pendant longtemps, il pouvait être présenté comme un outil d'unité nationale. Mais en 90, il devient un symbole de confiscation du pouvoir. Le défendre jusqu'au bout, c'est risquer d'être emporté avec lui. Ensuite, Bongo comprend que le contexte international a changé. La France ne peut plus tenir exactement le même discours. Le monde de la guerre froide disparaît. Le vocabulaire de la démocratie devient plus fort. Même les régimes autoritaires doivent désormais parler de pluralisme. Enfin, Bongo comprend que l'ouverture politique peut devenir un outil de conservation du pouvoir à condition de la conduire lui-même. C'est pour cela que la formule la plus juste n'est pas Omar Bongo a été démocratisé. La formule la plus juste, c'est Omar Bongo a administré la transition pour éviter qu'elle ne lui échappe. Et c'est pour cela que son cas reste essentiel aujourd'hui pour comprendre les dynamiques de pouvoir sur le continent. Omar Bongo montre qu'un régime peut accepter des réformes visibles tout en gardant des leviers profonds du pouvoir. Il montre aussi qu'un multipartisme ne signifie pas automatiquement une alternance politique. Un régime peut changer de façade sans changer de logique. Il peut accepter plusieurs partis sans accepter la possibilité réelle de perdre. Il peut organiser le pluralisme
sans accepter la compétition totale. C'est exactement la leçon politique du Gabon en 1990. Alors, comment Omar Bongo a-t-il vécu la conférence nationale et le discours de la boule? Il l'a vécu comme une menace sérieuse, mais pas comme une condamnation. Il a vu le danger, il a lâché du lest, il a fait des concessions. Il a accepté le multipartisme. Là où d'autres dirigeants auraient été balayés, lui choisit la manœuvre. Il ne défend pas le parti unique jusqu'au suicide politique. Il accepte de tourner la page, mais il écrit la suite lui-même. C'est ça qui est fort. Le journal Le Monde rapportait d'ailleurs qu'en avril 90, Bongo reconnaissait publiquement que le Gabon avait décidé de tourner une page de son histoire avec la démocratie multipartiste, tout en avertissant que le multipartisme n'était pas une recette miracle. Pour moi, cette phrase résume tout. Il accepte le changement, il l'encadre, il cède sur la forme, il garde le fond. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon politique de cet épisode. En 90, Omar Bongo n'abandonne pas le pouvoir. Il change de méthode pour le conserver. Le Gabon passe officiellement au multipartisme, mais Bongo reste au centre du jeu. Et cela nous rappelle une chose, la démocratie ne se mesure pas seulement au nombre de partis autorisés, ni au nombre d'élections. Elle se mesure aussi à une question beaucoup plus directe. Le pouvoir peut-il vraiment changer demain? Au Gabon de Bongo, la réponse reste longtemps non. Le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Horizon Africain se trouve sur de nombreuses plateformes, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Nous faisons autant des formats courts que des formats longs. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo. Vous pouvez retrouver aussi des analyses en 1, 2, 3 minutes maximum sur TikTok, sur YouTube et sur les autres réseaux. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force aux médias et je vous dis à la prochaine sur Horizon Africain. Salut. La France n'est plus le partenaire exclusif de l'Afrique et en particulier, pourquoi pas du Gabon. Les Chinois, par exemple, sont très présents. Est-ce que c'est bien ça? Mais qu'est-ce que vous avez tous derrière les Chinois, après les Chinois? Je ne donne pas l'exclusivité de mon pays à un État quel qu'il soit, même pas à la France. Mais je crois que la France nous a colonisés, elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu, et je pense qu'elle commence à s'essouffler un peu, il faut trouver d'autres partenaires. Le colonialisme, c'est fini.